Allez, on est parti pour notre second podcast live, simplification ou surréglementation, que nous réserve 2026 Bonne question avec nos trois invités. Alors, entre un possible assouplissement du RGPD, l'évolution du droit de la consommation et un renforcement de la protection des mineurs, 2026 s'annonce comme une année charnière pour la publicité et le marketing digital. Et 3 organisations professionnelles ont décidé de venir aujourd'hui sur ce forum du marketing digital pour décrypter ce qui se prépare et ce que les entreprises doivent anticiper. Bonjour à tous les trois. Bonjour. On va commencer par un petit tour de présentation de nos speakers. À ma gauche, Ninon Wagner, bonjour. Bonjour. Legal Director de l'IAB Europe. Est-ce qu'on peut présenter rapidement cette association européenne ? Oui, donc l'IAB Europe représente les acteurs de la publicité en ligne au niveau européen. Et on a dans nos membres, en fait, à la fois des entreprises du secteur, mais aussi des IAB nationaux. Et donc, par exemple, l'Alliance Digitale. Et c'est une organisation d'origine américaine, je crois, qui est présente dans combien de pays dans le monde ? Ah, je ne savais pas que j'allais avoir ce genre de questions. Question quiz. Mais dans beaucoup de pays. Voilà, et qui était également présente en France au sein de l'IAB France avant son rapprochement Alliance Digitale. À la gauche de Ninon, Robin. Bonjour Robin de Wooters, directeur général de la FEDMA. Même question, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots la FEDMA ? Alors la FEDMA, c'est la Fédération européenne du data et marketing. Donc on est une association basée à Bruxelles qui représente les service providers, les marketing providers, donc vraiment toutes les organisations qui ont trait au marketing, pas seulement digital. On parle aussi d'email, marketing postal, télémarketing, ça existe encore et c'est encore très important. Et donc nous, on fait du plaidoyer auprès des institutions européennes sur toutes les thématiques législatives qui ont trait ou qui ont un impact sur le marketing. Donc évidemment, on va en parler en plus de détails. Et donc on est aussi représenté au niveau national par des associations, les DMA, Data and Marketing Associations, dont l'Alliance Digitale, c'était la DMA France, mais qui a rejoint donc l'Alliance l'année passée ou au début de cette année. Et on peut faire la transition du coup avec Marine Gossa, DGA Affaires publiques et juridiques de l'Alliance Digitale. Donc l'Alliance Digitale, c'est la structure française qui relaie ces 2 structures européennes. Oui, absolument. On est à la fois membre IAB Europe et FEDMA. Et c'est le reflet aussi de notre représentativité, parce qu'on a 300 membres qui représentent à la fois les régies des médias, les intermédiaires, AdTech, MarTech, plateformes et jusqu'aux agences médias. Et donc, on est très heureux d'être membre, d'être bien représenté au niveau européen avec IAB Europe et FEDMA. Et près de 300 membres, je crois, en France pour l'Alliance Digitale. Exactement. Donc, effectivement, de la pub, du mobile historiquement et du marketing digital au sens large. Merci en tout cas à tous les 3 d'être là. Alors, on est là pour parler de réglementation, voire de surréglementation. Et on va commencer par un texte qu'on connaît bien, le RGPD. Il a été lancé, que je ne dise pas de bêtises, au printemps 2018. Mai 2018. Mai 2018. Et si j'ai bien compris, il y a une volonté européenne de retravailler le texte avec un digital omnibus. Alors Nino, est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet de digital omnibus ? Oui, donc le Digital Omnibus, c'est vraiment une initiative de simplification du cadre réglementaire européen. Et ça va passer en fait par des amendements à tout un corpus de lois existantes, donc notamment RGPD, e-privacy, il y en a d'autres. L'objectif principal, c'est vraiment d'améliorer la compétitivité des entreprises, puisque le rapport Draghi notamment a fait le constat que à cause de ce cadre réglementaire trop lourd, ça freinait effectivement l'innovation en Europe. La Commission a publié du coup sa proposition fin novembre, donc de ce nouveau projet de loi. Et on va dire qu'il y a 2 points principaux, 2 points très structurants en fait dans ce texte. Le premier, ça va être plutôt positif, donc c'est le changement de la définition de données personnelles dans le RGPD. Donc pour ça, la Commission s'est vraiment basée sur l'arrêt SRB EDPS de la Cour de justice de l'Union européenne, en vraiment clarifiant le fait qu'une donnée personnelle peut être personnelle donc pour une entité, mais pas pour une autre. C'est cette notion que la donnée personnelle est un concept relatif plutôt qu'absolu, ce qui n'était pas jusque-là observé par les autorités nationales. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour notre industrie et pour l'innovation.
Le deuxième point qui est, je pense, beaucoup moins positif, c'est la manière dont ils ont voulu intégrer l'article 5.3 de la directive e-privacy dans le RGPD. Déjà, c'est pas une intégration complète, c'est uniquement lorsque les données accédées au terminal sont des données personnelles. Pour tout ce qui est non personnel, ça continue d'être e-privacy. Oui, c'est pas une fusion entre ces deux textes. Hein. Non. C'est juste une clarification. C'est une intégration quand même, dès lors qu'on parle de données personnelles. Étant donné l'objectif de simplification et aussi l'ambition de la Commission de réduire la fatigue en consentement, on espérait que cette intégration permettrait de s'appuyer sur d'autres bases légales que le consentement, à minima pour des opérations qui sont très peu intrusives de la sphère privée de l'utilisateur. Et finalement, dans la proposition, on voit que ça reste consentement pour quasiment tout, avec uniquement 2 exemptions supplémentaires à ce qu'on avait avec e-privacy. L'une pour la mesure d'audience first party, mais vraiment très limitée, et la deuxième pour la sécurité. Donc en termes de progrès, c'est pas énorme, surtout parce que au niveau des pays membres, beaucoup d'autorités avaient déjà intégré en fait ces finalités sous l'exemption existante du strictement nécessaire. Donc pas vraiment de progrès là-dessus. Et en plus, s'ajoutent à ça des règles opérationnelles autour du consentement, donc un refus en un clic. Bon là, en France, j'imagine, ça posera pas vraiment de problème, mais dans d'autres pays membres, ça va poser problème. Et aussi la persistance des choix pendant un minimum de 6 mois. Donc, il y a cet objectif de ne pas ressolliciter l'utilisateur trop souvent. Et le dernier point, et ça, je pense qu'on va sans doute en reparler. Nicolas Riel, en fait, on a même parlé ce matin. L'article 88B. On va dire, il y a une partie de l'article qui consiste à dire que les responsables de traitement devraient s'appuyer sur des moyens automatiques et des solutions machine readable pour établir et observer le consentement de l'utilisateur. Donc ça, en soi, c'est pas vraiment problématique et c'est déjà fait aujourd'hui. Mais s'ajoute à ça un rôle pour les navigateurs de déployer en fait ce même type de standard. Aujourd'hui, on va dire que la formulation de l'article est assez vague et donc c'est pas très clair si on attend d'un navigateur d'implémenter en fait un mécanisme de recueil de consentement alternatif. Et on sait toutes les mauvaises conséquences que ça peut avoir. On a parlé de ADT ce matin, ou si c'est plutôt un complément de ce qui est déjà implémenté par les responsables de traitement aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être vraiment très, très suivi, quoi. Donc, Merci pour ces éléments. Alors, Robin, si je comprends bien, il y a des éléments positifs, il y a aussi des éléments peut-être qui le sont moins. C'est quoi le point de vue de la FEDMA sur ce projet Digital Omnibus ? Je suis d'accord avec tout ce que Ninon a dit. Il y a clairement du positif et du négatif. Dans l'ensemble, je pense que le Digital Omnibus, c'est plutôt un pas dans la bonne direction. Alors, il faut aussi évidemment préciser qu'une législation, enfin un projet de loi comme ça, on est loin du terme. Hein, donc la manière dont ça marche. Ça serait quoi le calendrier ? Donc le calendrier, je ne sais pas exactement, mais comment ça marche au niveau européen, c'est donc la Commission qui fait une proposition, et puis il va y avoir les trilogues avec le Conseil européen et le Parlement. Et donc là, tout peut encore changer. Donc, on est vraiment très loin d'avoir quelque chose de finalisé. Puis il y avait même eu des fuites il y a quelques jours qui laissaient penser que ça irait dans un sens et finalement c'est ça. Non. Et alors justement, c'est une belle. Je voulais justement mentionner ça, que dans la version fuitée, donc 2 semaines avant la version officielle, il y avait beaucoup plus de protection pour l'intérêt légitime, qui est vraiment un aspect primordial pour la FEDMA, pour les membres de la FEDMA. Donc, qui est vraiment. On rappelle, dans le RGPD, il y a 6 cadres légaux pour gérer les données personnelles. Il y a le consentement, dont on parle beaucoup, et puis il y a l'intérêt légitime qu'on avait un peu oublié, mais qui est toujours là. C'est ça. Et dans le RGPD, il y a le récital 47 qui soutient que donc l'intérêt légitime peut être utilisé à des fins commerciales. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et dans les métiers, ça peut être par exemple la mesure d'audience ou ce genre de choses. Oui, alors après, il y a des différentes. Le but est que l'intérêt légitime peut être une base légale égale au consentement, et que, comme l'a dit Ninon, ces dernières années, il y a eu vraiment des démarches démesurées pour être uniquement sur le consentement. On parle d'ailleurs de consent fatigue, hein, le consentement fatigué, fatigué du consentement. Fatigué du consentement. Mais donc, du coup, le fait que, pour revenir à cette version fuitée, le fait qu'il y ait eu un changement aussi drastique en 2 semaines,
ça laisse présager qu'il y avait aussi Des peut-être des combats désaccords. politiques Il y a eu des combats derrière. politiques et que donc il y a de la marge de manœuvre. Donc ici, on est sur une première étape. Le but maintenant, c'est de trouver un juste équilibre. Alors, il y a vraiment beaucoup de positifs. Déjà, cette clarification entre cette privacy et RGPD, c'est bienvenu. Le Digital Omnibus ne cherche pas à faire une refonte complète du panorama législatif européen dans la protection des données, mais plutôt d'harmoniser. Alors, on parle d'e-privacy, on parle du RGPD, mais aussi il y a le Data Act, il y a l'AI Act. On en parle juste après. Voilà, etc. Donc c'est vraiment c'est quelque chose d'extrêmement large. Mais le but, c'est de vraiment réduire les doublons et les contradictions. Et il y en a beaucoup. Et FEDMA a toujours préconisé tout simplement d'arrêter de supprimer le e-privacy directive, en particulier pour l'article 5.3f, qui vraiment pose problème. Et donc, voilà, on a encore beaucoup de marge de manœuvre et il faut voir ce qui peut être fait maintenant dans les trilogues. Marine, donc il y a une fenêtre de négociation et de lobbying qui s'ouvre pour que cette refonte de ce texte aille dans le bon sens. Oui, absolument. Comme ça a été souligné par Ninon puis Robin, le chemin il est assez long avant que le texte arrive à son terme, et c'est aussi pour ça que c'est hyper important à la fois de bien suivre les débats au niveau européen. Donc c'est pour ça que aussi on est membre IAB Europe et FEDMA, et on essaie aussi de donner ces éléments de décryptage à nos membres pour qu'ils puissent aussi anticiper. Parce qu'évidemment, sinon, si on arrive un peu en fin de course, on a des textes qui ne sont pas adaptés aux préoccupations des entreprises, on n'a pas les cas d'usage qui ont été remontés. Et là, par exemple, ce qu'on a vu aussi avec la fuite, il y a eu beaucoup de réactions assez épidermiques dans un certain nombre d'acteurs européens. Je pense notamment à la fois des associations plutôt côté protection des droits des utilisateurs, qui ont plutôt parlé du fait de tronçonner le RGPD. On voit aussi côté Parlement européen, commence à y avoir aussi des groupes politiques qui s'alarment un petit peu de ça. Et en fait, il faut toujours se dire que après 7 ans, c'est assez sain de revoir un cadre, de voir ce qui fonctionne pas, de tenir compte aussi de la jurisprudence récente. Ça a été rappelé tout à l'heure sur le statut, ce qu'est une donnée personnelle. Donc voilà. Et effectivement, on partage les mêmes points à la fois positifs et négatifs qui ont été cités. Comme j'ai positif sur le fait avoir un texte qui soit plus pragmatique. Sur la redéfinition, le fait de pouvoir avoir vraiment une vraie donnée pseudonymisée qui est reconnue en tant que telle, qui permet du coup de simplifier aussi la manière de la traiter pour les tiers, parce qu'elle ne serait plus du coup forcément une donnée personnelle s'il y a bien les moyens techniques raisonnables pour ne pas réidentifier la personne. Et après, un gros point d'attention quand même sur le mécanisme de gestion centralisée des cookies, qui fait partie aussi de la proposition actuelle. Alors, la question des cookies, puis au-delà de ça, des identifiants individuels, il y a eu ces combats autour d'Atiti menés par l'Alliance Digitale plutôt sur le marché français. Est-ce que ça pourrait aussi devenir un sujet pan-européen? Est-ce qu'il y a des réflexions pour élargir les jurisprudences qui ont été obtenues ces dernières semaines et ces derniers mois? Alors, pas dans le cadre du Digital Omnibus, mais c'est vrai qu'effectivement... c'est un peu les mêmes sujets, on parle de consentement, on parle de données personnelles, on parle de... C'est ça, mais justement, je pense que ça montre justement la fragmentation du marché. Le fait qu'un cas aussi important ait lieu en France, mais n'ait pas forcément lieu dans d'autres pays, ça montre à quel point le marché de la protection le marché dans le sens, je veux dire, le framework de la protection des données est fragmenté en Europe, alors que le RGPD, c'est comme une régulation européenne qui est censée avoir un impact. C'est paradoxal. Une loi pour tous. Et c'est pas le cas. À Bruxelles, vous avez, j'imagine, alors vous deux, vous avez suivi évidemment les actions de Marine sur le marché français, mais vous en avez discuté avec vos collègues en dehors de ce marché? Oui, bien sûr qu'on en a parlé, mais après c'est un problème quelque part que chaque pays ait la responsabilité de faire une démarche judiciaire dans chaque pays. Je veux dire, on parle de 27 marchés. En France, il y a la CNIL. En Allemagne, il y a 18 DPA. Donc bon, alors on est vraiment dans un marché qui est ultra fragmenté, et c'est ça justement le problème que le Digital Omnibus, peut-être, on espère, va résoudre. Et peut-être pour ajouter là-dessus, en plus, on a peut-être une complexité supplémentaire, ça sera peut-être la transition avec le deuxième non, ça, j'allais parler de la question de l'enforcement. Je voulais poser la question à Ninon. Mais juste rapidement là-dessus, c'est qu'en fait, effectivement, il y a le RGPD qui a été utilisé pour voir si le dispositif App Tracking Transparency d'Apple était conforme ou pas. On est aussi sur des questions de concurrence. Et donc, en fait, c'est comment on peut aussi avoir des autorités qui, certes, vont être compétentes que sur un seul texte. Certaines, c'est aussi assez fragmenté au niveau de l'enforcement, de la mise en œuvre, du coup, mais qui aussi peuvent être dans des processus de discussion et de dialogue pour qu'en fait, un sujet comme ATT soit pas, comme c'est le cas dans certains pays, les CNIL, l'équivalent, peuvent dire non, c'est un sujet concurrent, je m'en occupe pas, alors que c'est un sujet de données personnelles et concurrentiel. Donc voilà. Et en fait, il faut avoir ces deux prismes-là pour bien mettre en œuvre les textes et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Ninon, on l'évoquait, au-delà de cette réglementation européenne, c'est cette articulation avec les législations nationales, la notion d'enforcement qui est un gros sujet également pour vous.
Oui, alors ça, on le voit tous les jours, et notamment dans le cadre du développement du TCF, en fait, c'est que il y avait cet objectif d'avoir une réglementation unique, harmonisée dans toute l'Union européenne. Et au final, à cause d'interprétations divergentes par les régulateurs, en fait, les obligations pour les entreprises ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc ça devient très compliqué, surtout pour celles qui veulent pénétrer d'autres marchés européens et qui font face du coup qui vont devoir faire des adaptations. Parfois, c'est même plus possible d'utiliser la même base légale en France ou en Allemagne. C'est quand même de grosses complexités qui arrivent Et c'est totalement pour les contradictoire entreprises. avec évidemment l'objectif puis- initial de ces textes. Oui, c'est contradictoire. Et puis, un autre problème qui peut-être sera résolu en partie par Digital Omnibus, c'est le fait que la directive e-privacy, aujourd'hui, la manière dont elle a été transposée dans les pays membres, fait que c'est pas toujours l'autorité de protection des données qui est compétente. Parfois, c'est l'autorité télécom, parfois, c'est d'autres autorités. Donc, on a certains pays, notamment au Danemark, en Finlande, où c'est d'autres autorités qui vont appliquer e-privacy. Et ensuite, pour le traitement ultérieur, ça va être l'autorité de protection des données. Donc là, je très pense, encore complexe. pire sur e-privacy en termes de divergence d'interprétation. Donc il y a du travail à Ouais. l'IAB Europe. Alors, on a évoqué le RGPD et e-privacy. Il y a beaucoup d'autres textes, hein, évidemment. On a parlé ces dernières années du DMA, du DSA, de l'IACT, du DFA. On va survoler très rapidement tous les trois ces différents textes. Par exemple, le Digital Fairness Act. Ninon, Robin, Marine, quelle est votre vision sur ce texte? Oui, Oh. je peux prendre peut-être la première en premier là-dessus. Donc le DFA, donc c'est le Digital Fairness Act, donc qui est la nouveau projet de loi de la Commission européenne. Alors c'est quand même ironie du sort qui il propose un digital omnibus pour simplifier, mais en même temps, il travaille sur une nouvelle législation qui donc devrait arriver l'année prochaine. Enfin, une proposition qui devrait arriver donc fin de l'année prochaine. Ils ont conscience de cette contradiction? Je suis sûr qu'ils sont très conscients, mais le problème, c'est qu'il y a différents DG, hein, donc il y a différents départements de la Commission qui sont pas forcément toujours en accord l'un avec l'autre, et donc il peut y avoir un DG qui dit voilà, il faut simplifier, et l'autre qui dit non, en fait, on a besoin d'une législation en plus. Donc la FEDMA, notre point de vue là-dessus, c'est qu'un DFA n'est absolument pas nécessaire, que tout ce qui est prévu d'être mis dedans, tout ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient être mis dedans, comme les dark patterns, la vulnérabilité des consommateurs, etc., c'est que ce sont des éléments qui sont déjà traités par le RGPD et d'autres législations. Un point particulier sur lequel peut-être je vais juste m'atteler, c'est ce concept de vulnérabilité, qui donc est de protéger les consommateurs vulnérables. Alors évidemment, ça part toujours d'une bonne intention, et c'est évident qu'il faut protéger tous les consommateurs vulnérables, et non. Le problème, c'est comment définir une vulnérabilité. Est-ce qu'une vulnérabilité, elle est permanente ou est-ce qu'elle est temporaire? Moi, je pourrais être temporairement vulnérable aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé quelque chose hier. Ça veut dire que est-ce que je vais être ciblé différemment aujourd'hui que je ne l'étais hier ou demain? Et donc peut-être dans 6 mois, ça va changer. Alors il y a évidemment les vulnérabilités permanentes, handicap, etc. Alors tout ça, ça part évidemment ça part d'une bonne intention. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va définir. Et donc l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, mais le paradoxe, c'est qu'en fait, pour savoir si quelqu'un est vulnérable, il faut avoir plus de données sur cette personne. Ouais. Et que donc en fait, en disant il ne faut pas cibler les personnes vulnérables, il faut savoir que ces personnes sont vulnérables. Et donc, il faut avoir plus de data dessus, de données. Donc, il y a vraiment ce paradoxe là-dessus. Et donc, c'est vraiment important. Et juste un dernier point sur la vulnérabilité. Qu'est-ce que ça dit pour les organisations qui, justement, ciblent spécifiquement les personnes vulnérables? Si je parle, par exemple, d'un handicap, quelqu'un qui a besoin quelque chose pour une meilleure audition, s'il y a une boîte qui veut faire ça et qui veut cibler, ça veut dire qu'elle ne pourra plus le faire parce qu'en fait, elle cible spécifiquement les consommateurs vulnérables. Donc, il y a toutes ces questions qui sont vraiment... cette loi va poser beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et vous pensez qu'il y a de fortes chances que le texte puisse être fusionné dans ce Digital Omnibus ou ça sera un texte à part? Non, ça, je crois... Non, alors là, c'est pas dans l'agenda du tout. D'accord, il y aura un DFA et ça créera. Il y aura un deuxième Digital Omnibus peut-être plus tard. Ça fait partie des projets. Après, je ne sais pas si ça va aboutir. Comme Robin l'a dit, je pense que la plupart des associations professionnelles de notre industrie considèrent qu'en fait, ce texte est redondant, n'est pas nécessaire. Mais il y aura quand même ce texte. Mais un DFA peut se transformer en guidelines. Le fait que ce soit un DFA, maintenant un acte,
pourrait techniquement devenir quelque chose d'autre. Donc, oui, il y aura probablement quelque chose. On espère que ce ne sera pas une législation. Enfin, Très bien. Oui, et puis on espère qu'il n'y aura pas un deuxième Digital Omnibus dans 3 ans. Quoi. Alors, autre texte dont on a beaucoup parlé, DMA, DSA, cette question des gatekeepers et de ces grosses plateformes. Comment ça évolue également et quelles sont vos positions? Sur la simplification, toujours sur le DMA, c'est un peu différent. Donc, c'est le texte qui qui vise à donner des principes pour organiser la bonne concurrence sur les marchés numériques. Donc, c'est un texte qui est assez fondamental, sur lequel, en fait, le sujet qu'on a plutôt aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas suffisamment bien appliqué au secteur de la publicité en ligne. En l'occurrence, il y a un certain nombre d'exigences de transparence des données, que les gatekeepers, donc du coup des entreprises qui sont pour certains services nommés comme étant du coup des portes d'entrée vers certains marchés, notamment en côté publicitaire. Le fait de ne pas avoir d'interdiction d'auto-préférence, donc de ne pas favoriser ces services, notamment en matière publicitaire, on voit bien à quoi ça peut faire référence. Et justement, en fait, ça couvre plein de services, les services de classement algorithmique, les assistants virtuels, les OS, mais pas la publicité en ligne. Donc pour nous, côté Alliance Digitale, ce sur quoi on essaie de vraiment sensibiliser à la fois la France, qui porte du coup pour le Conseil, et la Commission européenne et le Parlement, c'est de montrer qu'en fait, ce texte, il est robuste, il est parfois remis en question outre-Atlantique, mais pour nous, il est essentiel pour avoir, donc on a un marché qui est très, très concentré, comme chacun le sait, mais de pouvoir avoir ces principes du coup, qui permettent que le marché soit quand même équitable et ouvert. Et si j'ai bien compris, il y a une notion de pseudonymisation qui pourrait réémerger, qui serait un peu plus souple que celle de l'anonymisation? Pas dans le DMA. Non. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de DXA, mais pas dans celui-ci. Robin? Oui, non, je serais ravi de parler de la pseudonymisation, mais c'est pas ce texte-là. C'est pas sur ce texte-là. C'est un cas de justice de la Cour de justice européenne qui a tranché le 4 septembre, qui dit que des données pseudonymisées ne sont pas considérées comme personnelles s'il n'y a pas de clé d'identification par le contrôleur. Ce qui est vraiment un énorme pas en avant, une victoire vraiment pour l'industrie du marketing, pour parler de la FEDMA, parce que ça veut dire que si je donne des datas pseudonymisées à une tierce partie et que je ne donne pas la clé pour réidentifier, cette partie peut en faire, entre guillemets, ce qu'elle veut sans être sous le RGPD, parce que ce n'est pas des données personnelles. Ça l'est évidemment si c'est moi qui l'ai, parce que j'ai la clé. Donc voilà, il y a énormément de potentiel dans ce cas. Un mot également sur l'IA Act, qui a été lancé il y a 2-3 ans, notamment par Thierry Breton, au moment d'ailleurs où arrivait ChatGPT, les LLM et cette nouvelle génération d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est aussi des sujets, des textes qui mériteraient d'être revus, parce que la technologie a beaucoup évolué ces 3 dernières années? Sur l'IA Act, il a été adopté l'année dernière. Effectivement, tu disais... ça a été annoncé à un moment, mais le temps législatif européen est un peu plus long. Quoiqu'en France, on commence à battre des records, notamment sur les budgets, mais ça, c'est un autre sujet. Mais sur la règle, donc ça a été adopté l'année dernière. Effectivement, le texte a été présenté sur en fait des modèles et systèmes d'IA qui n'incluaient pas l'IA générative à ce moment-là. Et donc, il y a ChatGPT qui est venu un petit peu percuter, on va dire, cet agenda-là. Et aujourd'hui, je dirais l'enjeu plutôt sur la Act, donc sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle, c'est d'assurer qu'il s'inscrit dans un champ numérique qui est déjà très réglementé. Et donc, c'est qu'il n'y ait pas d'interaction, du coup, problématique. Mais il y en a? Par exemple, sur la question, dès qu'on utilise des données personnelles. Ah oui. Par exemple, donc, RGPD. Pour apprendre, pour que les LLM apprennent? Et oui, par exemple. Et du coup, comme c'est une réglementation, le règlement IA qui vise sur la mise sur le marché de modèles ou de systèmes d'IA, du coup, c'est des choses qu'il faut vérifier. Il y a des prérequis de transparence, ça dépend de plein de critères. On n'a pas trop le temps d'en parler plus en détail aujourd'hui. Mais voilà. Mais donc, du coup, ça, par exemple, il est prévu qu'il y ait des lignes directrices, Commission européenne et Bureau européen de l'IA, du coup, qui vont et EDPB, donc plutôt les CNIL européennes, qui puissent clarifier justement ce type d'exemple que je viens de donner. Pour éviter du coup des chevauchements réglementaires et pour éviter de l'incertitude juridique, surtout pour les entreprises. Oui. Le pire qu'on pourrait avoir, c'est de se dire je ne sais pas comment mettre en conformité. Ou je suis conforme avec un texte, mais pas forcément avec l'autre. Ouais, et puis je veux intégrer un modèle d'IA parce que c'est demandé par mes clients. Je veux développer un chatbot, je sais pas, pour un service client parce que je suis une plateforme d'e-commerce. Ça a l'air compliqué. Il y a beaucoup de sanctions financières, donc en fait, je le fais pas.
Et donc justement là, on serait à rebours de ce que Ninon a rappelé, donc le rapport Draghi, qui dit trop de complexité réglementaire a un impact sur la compétitivité. Alors justement, ça va être peut-être notre tour de conclusion, parce que je vois que l'heure tourne. Le rapport de Draghi, effectivement, qui pointait peut-être la perte de compétitivité de l'Union européenne. Et on peut se poser effectivement la question, est-ce que ces textes, ils ont atteint leurs objectifs? Quels étaient vraiment leurs objectifs? Est-ce que la protection des consommateurs s'est faite au détriment de la compétitivité? Quelle méthode il faut adopter? Est-ce que cette approche de réglementation, de surréglementation, comme on l'évoquait, est la bonne? Ninon, c'est quoi votre sentiment? Concrètement, je pense que sur le papier, le RGPD avait le potentiel de consigner protection des utilisateurs et compétitivité, innovation, parce que il y a d'une part une reconnaissance de la nécessité de balancer en fait le droit à la protection des données avec d'autres droits, notamment Freedom to Conduct Business, mais aussi parce que le RGPD est basé sur une approche par les risques. Donc, sur papier, normalement, ça devrait C'était une bonne idée, mais on en parle déjà au passé comme une bonne idée. Non, mais le souci, c'est qu'en pratique, on voit que les autorités, la manière dont elles ont appliqué en fait le RGPD, c'est très souvent avec une zéro risque approche, dans le sens où elles ont une vision très absolue. Je pense que ce qui n'aide pas aussi, c'est aujourd'hui le secteur de la publicité ciblée a une très mauvaise réputation. Ça biaise immédiatement le débat aussi. Certaines autorités. C'est vrai que les marchands d'armes ont meilleure réputation que vous. On peut se demander pourquoi. Elle peut. Non, mais on a aussi ce sentiment que par défaut, c'est un business model qui est considéré. Oui, vous aviez été assimilé à une mafia, je crois, par une autorité. Oui, effectivement, dans notre affaire face à l'autorité de protection des données belge. TCF, ça rajoute en plus cette complexité parce qu'il y a une forme d'activisme judiciaire, on va dire. Et pourtant, c'est un secteur qui crée beaucoup de richesses, qui permet l'accès à des services et des contenus gratuits. Ça pourrait être différent, la perception? Ça pourrait être différent. Et puis, il y a beaucoup de principes dans le RGPD. Si on les creuse un peu plus, notamment tout ce qui est data minimization, tout ce qui est autour des périodes de rétention, etc., qui permettrait d'avoir vraiment un cadre très sain pour l'utilisateur et pour l'innovation. Donc, il faut changer de méthode très rapidement. Oui. Je croyais que tu regardais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a donc dans le RGPD, mais aussi le DSA, il y a des articles qui prévoient en fait l'implication de l'interpro, en fait, de l'industrie, par le biais de codes de conduite. Et on vous a un peu oublié ces dernières années, peut-être. Et concrètement, c'est complètement sous-exploité aujourd'hui. Donc c'est une piste d'amélioration. Ouais. Rovin, que ce serait quoi la bonne pratique, la bonne méthodologie pour trouver cet équilibre? Je sais pas, peut-être aussi pour dire, le RGPD est une loi phénoménale, et c'est pas pour rien que c'est devenu le gold standard, la standardisation de la protection des données de par le monde. Quand on regarde au CCPA en Californie ou dans d'autres pays qui ont adopté des lois similaires ou en réation au RGPD. Donc la loi... mais la Californie arrive aussi à avoir des champions d'envergure mondiale. La Chine a des champions d'envergure mondiale. Le problème, c'est que non seulement il y a une fragmentation de l'interprétation et de l'enforcement, mais il y a aussi deux avenues entre les PME et les grands joueurs. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose qui coince, c'est que les PME en Europe, et quand je parle de PME, je parle aussi de moyennes entreprises qui sont assez grandes, on va dire, mais qui ne sont pas les très, très, très grandes auxquelles on pense tous. Eh bien, il y a juste ces deux poids, deux mesures. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut vraiment régler. C'est cette approche où une loi ne peut pas être appliquée de la même manière pour tous les types de joueurs parce que ça doit être justement risk-based, ça doit être basé sur le risque. Et quelque chose, une même... Et donc, il faut changer la loi, il faut changer l'interprétation, il faut uniformiser l'interprétation. Et il faut aussi avoir une approche plutôt du bas, c'est-à-dire de responsabiliser les industries, les associations. La FEDMA avait par exemple un code de conduite qui était vraiment une base en dessous du pré-RGPD. Et c'est en 7 ans de RGPD, il y a 3 codes de conduite au niveau européen qui sont passés. C'est une honte pour l'Union européenne parce qu'ils ont toujours mis en place une défense des codes de conduite, de responsabiliser l'industrie, mais en pratique, il n'y a rien. Et c'est ça le problème. Marine, face à cette approche top-down de Bruxelles, il faut proposer une approche peut-être bottom-up avec justement l'Interpro.
Je pense qu'en complément de ce qui a déjà été très bien dit par Ninon et Robin, c'était aussi de se dire, on a beaucoup parlé de nouvelles règles, de règles existantes. Il faudrait qu'en fait, il y ait une manière de réfléchir, je pense, côté législateur, qui serait de dire, OK, je vais ajouter de nouvelles règles, qu'est-ce que je retire en fait? Et qu'est-ce que ça ajoute comme contrainte? En fait, pris isolément, c'est un peu comme les médicaments. On dit, je prends un médicament, quels sont les effets secondaires? Mais on ne prend jamais un médicament tout seul, on le prend avec plein de médicaments. Donc, il y a toujours des effets croisés. Donc là, je dirais qu'il faudrait essayer d'étudier un petit peu les effets croisés des réglementations pour essayer de se mettre un peu plus à la place des entreprises et de voir concrètement quelles sont les questions qui se posent lors de la mise en conformité. C'est pour ça qu'effectivement, le fait d'être membre d'une association professionnelle, par exemple, comme l'Alliance Digitale, elle permet en fait d'avoir à la fois accès à de l'information assez en amont, du décryptage, et aussi on se fait le relais en France, à Bruxelles, associé de nos partenaires, pour du coup partager ces cas concrets et ces retours terrain. Et c'est par cette analyse aussi un peu juridico-technique qu'on peut, je pense, mieux informer aussi les politiques publiques. Donc c'est important de s'impliquer et il faut aussi qu'on soit plus écouté, mais ça a déjà été aussi très bien dit. Très bien, en tout cas, on peut applaudir nos 3 speakers. Ninon Merci. Wagder, Legal Director d'IAB Europe. Robin De Vouters, directeur général de la FEDMA, et Marine Gossa de l'Alliance Digitale. N'hésitez pas évidemment à rejoindre ces structures, ces associations, si ces sujets de réglementation vous intéressent. Bonne Merci fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci.